Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast c'est ce qui sera probablement le dernier duo de cette année 2023 sur la chaîne en compagnie de Joe, le fil d'Ariane ou mon camarade de la 7ème illusion. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Oh, très fatigué en cette fin d'année, mais j'ai eu envie de me défouler, de parler cinéma, parce que c'est toujours positif de parler cinéma, surtout vu l'actualité en ce moment, hein, que des joyeusetés. Et ensemble, nous allons clairement questionner un film, là je pèse les mots, intitulé Maestro, qui est en fait, si je ne me trompe pas, mais j'en vois pas d'autre, hein, la deuxième réalisation d'un certain Bradley Cooper, 5 ans après A Star is Born, où il jouait d'ailleurs le rôle principal aux côtés de Lady Gaga. Et là, qui joue le rôle principal du film? Lui-même, Bradley Cooper. Et qui joue-t-il? Le maestro qui a pour nom Leonard Bernstein, un des grands compositeurs américains du XXe siècle, à qui l'on doit notamment, entre autres, hein, la BO de West Side Story. On l'entend, la BO de West Side Story à un moment dans le film. Et à ses côtés, grande actrice aussi présente et très présente, et encore heureux d'ailleurs, mais ça je vais y revenir après, à l'écran, Carey Mulligan, qui interprète l'épouse de Leonard Bernstein, pardon, et elle s'appelle Felicia Montealegre. Bon, après il y a d'autres acteurs-actrices de second rôle qu'on voit moins, mais il y a quand même Maya Hawke, la fille, hein, la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui joue l'une des filles, enfin l'un des enfants du couple. Et donc, il s'agit d'un biopic sur Leonard Bernstein, tout simplement, qui dure plus de 2 heures, sorti sur Netflix ce mercredi. En tout cas en France, je crois qu'aux États-Unis, il est sorti en salle. Et qui raconte l'histoire, pour faire simple, hein, de ce grand maestro, chef d'orchestre, compositeur et tout, entre 1943 et, on va dire, dans les années 80, avant sa mort quand même. Son histoire d'artiste, oui, mais aussi sa vie privée avec son épouse, et pas que son épouse, parce que le monsieur, il avait quelques conquêtes, voilà, il fréquentait des jeunes hommes, ou des hommes, hein, au sens large, à côté. Donc vous pouvez imaginer tout le drame derrière, et c'est assez classique, hein, le biopic où on voit la star face aux caméras ou dans le Gotha du grand public, mais la face cachée un petit peu, où on triture certaines vérités qui ne sont pas forcément à l'époque bonnes à être montrées, et un vrai drame, surtout pour l'épouse derrière. Et mon cher Joe, je sais que toi tu l'as vu, alors en plus en avant-première, et si je t'ai convoqué ici, c'est que je pense qu'on va avoir un avis différent sur ce film, ou pas. Peut-être que sur certains points, on va se retrouver. Qu'as-tu pensé de ce maestro? Toi, tu avais aimé Star is Born en plus, je crois, hein. Ben, on parle de Bradley Cooper, qui est un acteur que j'admire beaucoup, Ouais. et qui, quand il était passé en réalisation pour A Star is Born, j'avais tellement aimé le film que je l'avais vu 12 fois à l'époque. Et étant bien sûr fan, mon genre préféré c'est la comédie musicale, comme tu le sais. Ouais. Donc Bernstein, c'est vraiment un nom qui me faisait envie. Au jour où on parle, je l'ai vu il y a un mois, Maestro, en projection presse, du coup en salle. Ce qui aide énormément parce que le mixage sonore de son film est divin. Ouais. Toutes les trouvailles musicales, je sais qu'on va pas être d'accord là-dessus, donc je la garde pour plus tard. Ça me plaît. Évidemment, on va être sur du biopic de star. Donc, on va axer sur les tromperies, sur le couple, mais c'est le couple selon Bernstein, tellement pour moi il ne forme qu'un maintenant, selon Cooper, donc ça va être un film qui autopsie le couple, comme on l'avait un peu vu dans Anatomie d'une chute, mais là c'est plutôt Anatomie de la chute de Bernstein ou Anatomie d'un Rise, puis d'un Fall, mais ce couple qui est traité selon les interdits, selon les non-dits qui prennent forme avec des séquences de comédie musicale qui sont absolument démentielles. Ces séquences de danse, pour ne pas exprimer la torture, m'ont fait verser quelques larmes dans la salle, il faut le dire. Et surtout, l'interprétation est folle. Alors, c'est intéressant que tu dises d'ailleurs le Rise and Fall de Bernstein, parce qu'à la base, ce film était prévu pour Martin Scorsese. Hein, Mais tu vois, et quand ça tu se vois sent, le film. justement. Parce que ce Mais je film, crois que Scorsese avait peut-être produit A Star is Born, j'en suis pas sûr. alors il me semble que oui, mais en tout cas, ce Oui, qui est sûr, il a produit A Star is Born, Scorsese. et Et Scorsese coproduit le film ici, d'ailleurs. Et il le avec qui? coproduit, ils sont trois à produire le film.
Alors, il y a Todd Phillips aussi, voilà, mais il y a aussi Spielberg Mais j'allais le derrière. dire, on ressent Spielberg. Mais ce qui est Oui. ultra intéressant dans Cooper, c'est qu'il mange ses références Ah ben voilà. avec lequel il coproduit le film. Alors, ce qui est extraordinaire, La là, famille est justement, selon Spielberg, très clairement. ah, mais de toute façon, là, c'est un cas d'école, ce film, hein, parce que ça aurait pu être du Scorsese, ça se voit. Ça aurait pu aussi être du Spielberg, à qui on a proposé le projet, et il a plutôt voulu faire le remake de West Side Story derrière. C'est pas un hasard, je pense. Et ça se sent peut-être moins sur Spielberg, Ah plus, si. quand même, plus Scorsese quand même. Après, la façon de triturer l'esprit des personnages, on peut y retrouver du Spielberg aussi. Mais, alors déjà, c'est amusant parce que Bradley Cooper, c'est le Golden Boy d'Hollywood, hein. Il a quand même ici derrière lui Scorsese et Spielberg, qui n'ont pas dû coproduire de films ensemble à de nombreuses reprises dans leur carrière. N'est-ce pas la première fois qu'ils coproduisent un film ensemble? Je ne sais pas. J'avoue, j'ai un doute là-dessus. Mais il faut savoir aussi que Bradley Cooper, auparavant, il a été adoubé par Clint Eastwood. Avec le gars, il a quand même une trajectoire en or. Et son premier film avait eu un gros succès, Star is Born en plus, je crois. Là, forcément, on lui donne les clés, mais toutes les clés, hein. Voilà, non, c'est pas Scorsese, c'est pas Spielberg, c'est toi qui t'en charge. On va sur Netflix, donc il a à peu près, on va dire, carte blanche, plus ou moins, parce que sur Netflix, il laisse les choses assez libres. On se retrouve d'ailleurs avec un film qu'on peut rapprocher peut-être de Manque et de Blonde, qui étaient les deux derniers biopics sur des stars des arts au sens large, produits par la plateforme. Et j'ai un souci avec le film, en fait. J'ai trop vu l'aspect technique et l'aspect regardez-moi, je sais tout faire déjà, je suis sur mon deuxième film, je suis adoubé par tout le monde et je viens chercher les Oscars avec ce film. C'est un film qui respire cela. Alors, évidemment, il y a peu de choses à dire sur sa maîtrise à Bradley Cooper. Il ressent le cinéma déjà. Mais quel cinéma ressent-il? N'est-il pas encore trop dans l'ombre de ses pairs? Père dans les deux sens du terme d'ailleurs, père P-A-I-R-S, mais père P-E-R-E-S aussi, c'est ces exemples. Je me pose cette question. Où est l'identité de Bradley Cooper dans ce film? C'est pas un mauvais film, Maestro. Il y a des moments, il y a un très bon début et une très bonne fin. Ça, je le dis clairement. Et normalement, les films qui commencent et finissent bien comme ça, c'est 80% du boulot fait. Mais il y a un entre-deux où je me suis posé la question, c'est le film de qui que je vois déjà. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut raconter? Mon cher Joe, qu'est-ce que ça veut raconter? Alors tu l'as dit, la chute du couple, etc. Mais quel est le point de vue du film selon toi? Je te pose cette question comme ça. Une question très Samir de Microciné, tiens. J'ai l'impression d'être Samir de la chaîne Microciné à ce moment-là. Comme tu le dis, c'est quelqu'un qui est dans le monde de ses pairs. Mais pour moi, c'est ça ce que raconte le film. Ah, peut-être. C'est-à-dire qu'il rend hommage tout en... Mais il rend hommage à ses Ouais. pairs et il rend hommage du coup à Bernstein en l'interprétant à merveille. À savoir que quand on voit le film, on voit Bernstein et Cooper. Les deux racontent la même chose, Ah mais d'un oui. point de vue différent. Il raconte Et- ce Bernstein qu'on a appelé du jour au lendemain pour prendre la relève de Ouais. quelqu'un, mais c'est ce qui est arrivé à Cooper sur Bernstein. Ça aurait été de Spielberg et puis Scorsese, et finalement non, c'est Cooper qui va aider son film. Et les deux explosent au même moment pour montrer qu'ils peuvent tout faire. Et les deux vont puiser dans leur intimité pour se livrer dans l'art. Bernstein littéralement se suicide pour devenir l'art qu'il veut. Il détruit sa vie au profit de la création. Là où Cooper décide de ne plus être l'acteur dirigé, mais de diriger lui-même le cinéma et de se donner à fond dans ce qu'il propose. Alors c'est très Oui, intéressant comme parallèle, je trouve. C'est très intéressant, mais du coup, on est presque dans un ego trip. mais on est totalement dans l'ego trip, comme avait fait Carax pour Annette. Oui, alors, je suis un peu d'accord là-dessus, mais Carax, il arrivait à un bout de sa carrière où il pouvait se le permettre. Je Mais ne le sais pas problème, si, c'est voilà, que Carax ne pouvait pas se le permettre pour moi. Ah. Parce que Carax, au lieu de se sacrifier pour devenir lui-même création, Carax puisait tellement dans son personnel que le film en devenait quasiment acerbe. Ah ouais, bah oui, Carax réglait des comptes dans Annette, Parce clairement. que Là, Carax, au lieu de règle tellement des comptes dans Annette, que pour moi, il devient ce punk qui baisse la culotte pour récupérer sa récompense.
Ouais, après Carac, je pense pas qu'il ait fait son film en disant ouais, je veux des récompenses avec. Après, Et il s'est manque de avéré. peau, Annette a réussi là où Oui. Carax espérait. Il a chopé le prix de la mise en scène Ouais. et il a fait son kick au César. Après, moi, je me questionne. Cooper, c'est son Là deuxième où film, tout Maestro n'aura ça. rien. L'ego trip Maestro, n'arrive. Bah, après, l'ego trip n'arrive-t-il pas un peu trop tôt? Je trouve que le film manque d'une forme de recul et d'humilité dans un sujet grave quand même. Tu vois, c'est avec le recul, bon, manque de Fincher, il pouvait se permettre beaucoup de choses, Fincher, parce que tout Fincher qu'il est, faire manque, il a tous les droits, quoi. Il y a eu le problème de Blonde où j'avais apprécié le film sur le moment, mais avec le recul, je trouve que c'était très pompier. Et là, je suis un petit peu dans la même idée où je me dis que il veut très bien faire, Bradley Cooper. C'est normal. Il touche à quelqu'un de culte qui doit peut-être lui-même vénérer parce qu'on le sait. Bradley Cooper, bon, c'est un acteur et tout, mais il adore la musique. On l'a déjà vu dans The Star Is Born. Il est musicien lui-même de toute façon. Il fait pas semblant. Il n'a pas eu beaucoup de cours de piano, je pense, à prendre en plus pour être bien là. Bon, il a dû quand même beaucoup gérer au niveau de la gestion d'un orchestre. Ça a été un gros travail, ça se sent. Donc, il veut rendre hommage et tout, mais pour moi, il y a un manque de distanciation. C'est presque problématique pour moi. C'est ce que j'ai ressenti en voyant le film, hein, qui s'avère être trop pompier et trop dans la suresthétisation par moment. C'est qu'il s'implique tellement, lui, avec son film et en étant le personnage, qu'il y a un mélange derrière qui fait que, évidemment, que tout est. Enfin, pas tout. Beaucoup de scènes sont over the top. Et pourtant, il y a des moments, pour moi, les meilleurs moments du film, c'est l'intimité, c'est avec le personnage de Carey Mulligan, c'est avec l'épouse, c'est elle qui bouffe l'écran pour moi. C'est ça le gros paradoxe du film, c'est que les meilleurs moments, les choses qui sont réussies, c'est les passages intimes, plan fixe, avec elle. Et pas les moments où tu as des plans séquences où tu le vois gigoter comme Bernstein. Alors oui, Bernstein il était comme ça, il était très expressif en dirigeant ses orchestres. Oui, Bradley Cooper est extraordinaire en mode acteur studio à imiter. Hein. De Niro aurait fait la même il y a des années, hein, à imiter Bernstein. Je crois que c'est à peu près la même époque, Bradley Cooper. Il me semble qu'il s'inspire un peu de ces acteurs-là. Évidemment, il est très bon là-dessus, c'est fou, quoi. Les maquillages, prothèses, tout ce que vous voulez, c'est très bien, même s'il y a eu une polémique par rapport au fait qu'il se soit rajouté un faux nez. Bon, on va laisser les polémiques de côté, là. On vit dans un monde où il y a tellement de polémiques qu'on va un petit peu se centrer sur le cinéma, ça nous fera pas de mal. Mais je vois trop la performance à Oscar, je vois trop les effets, et la plupart du temps, je trouve que certains effets sont inutiles. Il y en a un qui est très bien, c'est le début. Je parlais du début qui est extraordinaire selon moi, où il va découvrir, donc c'est le Rise, hein, à 25 ans en 1943, que celui qui devait diriger l'orchestre est malade, donc il le remplace au New York Philharmonic. Et c'est le début pour lui de la gloire, ce plan séquence, là, quand il apprend ça, quand il sort du lit, et ça se renverse l'envers du décor pour aller sur le décor avec ce plongé de caméra et tout. Ça, c'est très bien parce que ça raconte quelque chose. Il est dans l'intimité, caché, limite dans son grenier, là, et il va d'un seul coup aspirer la gloire à lui. Ça, c'est très bien, par exemple. Mais sinon, le reste, tous ces plans séquences où on le voit diriger et tout, qu'est-ce que ça raconte de plus? C'est ça que je me pose comme question. Tu le vois au début, tu le fais une fois, tu vois qu'il prend la gloire. Après, le film lui-même, en plus, on va dire, insiste plus sur la vie privée et sur le mal-être de l'épouse. Et pourtant, à certains moments, tu le vois gigoter là, dans cette cathédrale à Londres, sur du malheur. C'est très beau, hein, c'est du pur cinéma, mais qu'est-ce que ça raconte? C'est ça la question qu'on peut se mais c'est la poser. révolution d'un homme. C'est cet homme qui se consume. Oui, alors ça c'est vrai, mais on le voit dans la dispute du couple. On le voit à un moment quand il donne des cours et qu'il dit, voyez, moi l'art, je veux qu'il soit total, je veux avoir une liberté, quitte à me sacrifier, tu l'as très bien dit. Hein. Il le dit à un moment à ses étudiants, il faut tout donner pour l'art. Discours terrible, parce que là, en gros, il montre que même son épouse ou ses enfants, il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Il se rendra compte plus tard ou trop tard, on le voit dès le début. Hein. Une fois qu'elle n'est plus là, son épouse, dès le début, il regrette. Voilà, il y a le fantôme de cette épouse qu'il a complètement délaissé et qui s'est délaissé pour lui d'ailleurs, parce qu'il y a toute une tragédie derrière, on y reviendra. Mais pourquoi on va insister? Finalement, le film, à la rigueur, il aurait dû plus se concentrer sur la carrière professionnelle de Bernstein, quitte à faire de la mise en scène. Après, je comprends, il a voulu raconter les deux aspects, mais je sais pas, j'ai du mal avec l'équilibre personnellement.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire à ce niveau-là. Je vois ce que tu veux dire. Mais quand je vois, après je vais refaire un autre parallèle, mais quand je vois cet homme vraiment, honnêtement, je vois Johan Cruyff. Ah oui, un footballeur qui était un génie et qui ne s'en cachait pas, c'est ça? Mais je vois totalement Johan Cruyff, je vois le discours de Johan Cruyff sur le football total, mais transposé à la musique. Ah mais c'est ça, de toute façon. Hein. Mais c'est clairement Marshall, ça. c'est un génie, et il était conscient d'être un génie. Le film ne le cache pas. En soi, voilà. Est-ce que c'est oui, c'est un hommage, mais on voit les parts d'ombre aussi. On le voit sniffer de la coke, etc. On le voit ne pas assumer avoir des amants, parce que grosso modo, s'il épouse cette dame, est-ce vraiment par amour, si ce n'est Mais caché, hein, comme est-ce beaucoup même pas amour, est-ce caché? Et tu voilà. parlais de grenier. Non, moi je pas de placard. Oui, mais c'est ça. De toute façon, il y a beaucoup de grands Mais hommes à le cette film époque. commence et finit comme ça. C'est Ouais. cet homme qui sort du placard pour enfin exploser et s'assumer comme tel aux yeux du monde, sans cacher son génie, et qui, avec le Rise, va tellement être comprimé qu'il va se retrouver à détruire, à autopsier et à construire l'anatomie d'un couple qui va lui servir uniquement de coquille. Mais le film, c'est sur cet homme qui est enfermé toujours chez lui dans une pièce, qui est toujours dans le placard, qui ne peut pas sortir et qui Oui, ne c'est sort vrai. que quand son couple est fini. Mais en s'exposant aux yeux du monde, il se retrouve détruit et essaie de revenir en arrière. Mais c'est ça qu'on voit d'ailleurs dans les scènes intimistes et tout, c'est que il y a l'enfermement. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans fixes, notamment une scène de dispute où la caméra bouge pas et on sent l'étouffement, on sent que entre le couple n'existe pas en fait. C'est-à-dire il aime son épouse, mais il l'aime comme si c'était une très bonne amie, quoi, en fait, Oui, hein, pour faire mais à simple. partir du moment où Carey Mulligan est dans un film, le couple n'existe pas. C'est pour ça que c'est vrai qu'il y a la scène de dispute à Thanksgiving, là, elle est très forte. Et ça, Mais cinématographiquement, c'est puissant, justement. Je trouve ça elle beaucoup plus est puissant. d'une puissance telle où le film repose sur l'avatar que se construit Carey Mulligan au fil des années dans le cinéma américain, à savoir cette épouse qu'on ne peut pas aimer. On l'a vu dans Drive, on le Ouais. revoit là. C'est vrai qu'elle a des rôles très, très prenants là-dessus. Et d'ailleurs, son personnage aspire. Alors, on voit le génie qui attire le soleil à lui, quoi, etc. Et elle aspire tout. C'est-à-dire que elle subit le génie de son mari, elle subit ses mensonges, et avec lui, elle subit c'est pas un désamour, parce que c'est pas ça non plus, mais elle ne peut être comblée. Sa vie est triste à cette dame. D'ailleurs, bon, à un moment, il y a un changement. Alors, ça aussi, j'essaie de réfléchir 2 minutes dessus, parce que bon, je l'ai vu il y a quelques heures, au moment où on enregistre ça, mais à un moment, on passe du noir et blanc à la couleur. Toujours se poser la question, on n'est pas dans Oppenheimer, là, hein, c'est pas pareil. Quoique, c'est aussi un changement de point de vue, mais surtout un changement. euh, Tout ce qui est en noir et blanc, c'est le rise. C'est ça qui est très étrange d'ailleurs. Le rise et le succès du début est montré en noir et blanc. Et dès qu'on arrive dans la vie privée, la sphère un peu plus intimiste et tout, où après du coup sa célébrité, on est en couleur. Et la couleur, on a l'impression, est là pour montrer la réalité en fait. Si le noir et blanc d'avant n'était pas peut-être une forme de fiction et une image qu'on se faisait de cet homme, je ne sais pas. Apparemment, de ce que j'ai compris, c'est juste pour rendre hommage le noir et blanc à une époque où les films se faisaient en noir et blanc. Et après, il est passé à la couleur plus parce que c'est la façon dont les fictions se montraient. Apparemment, ça serait plus ça Je vais l'explication. plus te rejoindre dans ton analyse que dans les faits, entre guillemets, sur la fiction Ouais, et la réalité. Pour moi, le noir et blanc, c'est Bernstein. ouais, ouais. C'est la persona de l'artiste, c'est ce qu'il y a d'inspirant, et la couleur, c'est pas Léonard, c'est Léonard, c'est cet homme Ouais. poisseux, c'est cet homme, c'est tous les tourments de la vie qu'elle détruise, et c'est également un changement de musique. Là, c'est le persona un peu à la Lynch ou à la Bergman, tiens, d'ailleurs, si on veut. Plus du Bergman. Ouais, plus bergmanien. Ouais. Et puis là, Parce on passe. que, honnêtement, le seul réel en D qui est cité et qui rentre purement dans le corpus de Cooper n'est pas David Lynch, mais Damien Chazelle. Oui, il y a un côté Babylone dans le film, mais c'est Il y pas a un côté pareil. Babylone et il y a surtout il y a un côté quasi Whiplash à la lande aussi. Ouais, dans l'obsession de la Mais l'obsession est perfection. purement la thématique chazalienne par excellence. Ouais, Et oui, il y a du Babylone, mais ça va pas être l'exaltation de la fête, mais comment la fête détruit.
Bah, c'est vrai qu'il y a des moments de fête, c'est-à-dire que bah, les Bernstein à la maison, d'ailleurs c'est comme ça qu'il rencontre sa femme, hein, mais il y a toujours des Ils la contextes. rencontrent dans une fête et ils se détruisent dans la fête. C'est ça, et puis après ils organisent des fêtes avec, parce que c'est ça, Bernstein, on sent que il peut pas supporter la solitude, hein, comme les grands hommes, et donc du coup dans la maison il y a toujours des gens, c'est toujours très festif, et il n'est jamais plus mal à l'aise que quand il est seul avec elle dans ces moments fixes. Et ça, on le sent. De toute façon, ça dépeint vraiment ce que sont beaucoup de grands hommes déjà qui ont une grande femme dans l'ombre, parce que c'est ça aussi, qui ont des secrets et qui ne supportent pas la solitude et qui envoient balader leur sphère privée parce qu'ils ne peuvent pas se supporter. Parce qu'au final, Bernstein, c'est quand même l'histoire d'un homme qui est adoré de tous et qui ne s'aime pas ou qui ne s'assume pas lui-même. Parce que, en gros, il est en rejet de son homosexualité. Il ne veut pas. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Il va jamais vouloir l'assumer en public, même s'il aurait pu, parce que d'autres grands hommes à l'époque commençaient à assumer leur homosexualité. Il y a eu. Lui, il l'a refusé. C'est par choix aussi. À aucun moment, le film questionne la société qui rejette l'homosexualité, d'ailleurs, hein, quand on y pense. Mais à aucun moment, quand il voit la gamine et qu'il lui dit j'ai enculé ton père et j'ai baisé ta mère, oui. Oui. Mais c'est pour ça que. Bernstein s'assume comme il est dans sa nutshell, mais jamais il va s'exalter au monde entier. Puis le film, en fait, veut naviguer sur les deux points de vue. Et je dirais même sur les deux points de vue dans deux sens, c'est-à-dire l'épouse et le mari, mais aussi l'artiste et l'homme dans la sphère privée. Et je pense qu'à un moment, ça a du mal à se diluer. Limite, en fait, le film est trop court. Ou aurait dû, alors c'est un peu plus compliqué, et ça aurait pas forcément été plus original, hein, je suis d'accord, attention, hein, ou aurait dû alterner, pas forcément de façon linéaire, mais des scènes donc de diverses années, mais un coup dans le privé, un coup dans le public, un coup dans le privé, un coup dans le public. Je sais pas. Là, tu as un peu l'impression qu'il y a une forme de linéarité avec des ellipses qui sont pas. Bon, ça c'est bien à la rigueur. On va pas marquer les ellipses en disant 10 ans plus tard, machin. On voit qu'à un moment, le temps passe. Il y a même une très belle ellipse de voiture. C'est-à-dire qu'il y a un modèle, au moment, on le voit avec un modèle des années 60 et la scène d'après, un modèle des années 70. Ça, c'est intelligent en soi. On voit que les époques ont changé. Mais je sais pas, il y a un moment où tu as l'impression que finalement le film est presque trop sage et trop court dans ce qu'il propose. Parce que il y a vraiment des moments extraordinaires. Avant de faire une mini zone spoiler, même si il y a des zone spoiler sur ce genre de film, si on veut, mais il y a un petit truc à la fin qui quand même nécessite d'être mis en avant sans perturber les gens qui n'ont pas vu le film. Petit point sur la musique. Alors, il n'y a. Alors justement, j'allais revenir sur la musique, sur un des points que tu viens d'évoquer sur la séparation homme-artiste dans le film. Oui. Ce qui force également de le côté noir et blanc et couleur. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais également quand on parle de persona, selon les couleurs, le noir et blanc est lié à la fantaisie, effectivement, qui est très marqué par le morceau Hunter Free Sailors, désolé pour mon anglais, et le passage à la couleur est amorcé par une musique plus moderne qui ne colle peut-être pas forcément avec l'année où se déroule le film, parce que c'est un morceau qui est chanté par Bernstein dans le film, et qui est sorti 2 ans avant sa mort, qui est It's the end of the world and we know it and I feel fine de R.E.M. Ah oui, d'ailleurs, pour le coup, la transition noir et blanc couleur, bon, elle est intelligente. Hein. Noir et blanc, ça se finit sur Carey Mulligan, enfin son personnage de face, et on la retrouve même posture et même robe, hein, d'ailleurs, des années après, mais de dos. C'est-à-dire que le message est clair. C'est-à-dire que elle tourne le dos au film parce que ce qui va lui arriver après, c'est pas joyeux. Mais la musique, en gros, pour faire simple. Mais elle est déjà morte, pour moi, elle est déjà morte, ce point-là. De toute façon, oui, dès le moment où elle épouse le génie, la femme est morte. Hein. Elle meurt dès qu'elle l'épouse, et c'est elle qui se retrouve enfermée. Ça commence sur Bernstein enfermé sortant du placard, et ça se finit sur elle enfermée dans le tombeau. Sur Bernstein mort, mais en mourant, il s'enferme, mais il se révèle aux yeux des autres parce qu'il reste dans l'immortalité et dans l'éternité grâce à sa musique, et elle est juste enfermée dans le tombeau et on ferme la porte. Ouais, et puis alors,
Bon, pour la musique, en gros, pour faire simple, hein, soyez pas étonnés, à part des compositions classiques qu'il dirige, les morceaux sont des morceaux de Bernstein, de sa carrière, qui sont là. Alors, des fois, de façon très hasardeuse, à un moment, on a l'instrumental du Jet Song de West Side Story qui apparaît sur un moment où il rentre faire des courses, de faire des courses dans sa maison. Ok, bon. Alors, est-ce que c'est pour montrer le gars un peu prédateur qui revient au foyer enfin le coq qui rentre chez lui là et qui va prendre toute la place, parce que c'est ça, hein. Dès qu'il est là, elle n'existe plus. D'ailleurs, elle s'efface à un moment, il y a une scène où il compose, il va montrer à ses enfants le résultat du truc, et elle se barre, elle va plonger dans la piscine, quoi. Elle veut plus avoir affaire à ce génie. Elle peut plus supporter l'artiste, elle peut plus supporter la célébrité, et elle a du mal à supporter l'homme, hein, d'ailleurs, en disant qu'il n'a que de la haine en lui et tout. But there is no hate. Bah, et bien justement, alors, vaguement spoiler, parce que bon, c'est pas une surprise, au début on le sait, elle meurt avant lui, donc c'est là où il regrette, soi-disant. Alors est-ce qu'il est sincère au départ, tu sais, il est là face à son piano et aux journalistes en disant ouais, elle me manque, je vois son fantôme, tout ça. Bon, à la fin on sent qu'il regrette vraiment, parce que il y a le moment fort du film, c'est là où là Bradley Cooper il est malin, parce qu'on sent qu'il a pensé cela en amont avant de construire tout le reste, hein. Il y a la scène de dispute, plan fixe et tout, et il y a une autre scène plan fixe qui est pour le coup magnifique, c'est la réconciliation, alors qu'elle a un cancer, hein, avant la mort dans le lit, avant qu'elle meure, quoi, où il est derrière elle et elle lui dit il n'y a que de l'amour en toi, en fait. Non, elle dit le concert, ça, pour le coup. Non, mais c'est vrai que quand elle est, à un moment, elle est dans le lit, elle a le regard de Carey Mulligan est extraordinaire, là. Et il est derrière elle, parce que il faut savoir que Leonard Bernstein, il est revenu vivre avec elle, grosso modo, pour l'accompagner sur ses derniers jours. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce est-ce que là, il a eu du regret? Probablement. Probablement. Il s'est rendu compte qu'il l'avait peut-être tué, sa femme, indirectement. D'ailleurs, indirectement, il l'a tuée parce que c'est malicieux. Ça, c'est du cinéma, hein. Mais le fait qu'elle ait un cancer du poumon, faut voir que toutes les fêtes qu'il donnait et tout, ça fumait dans tous les sens. Ça n'a pas dû aider pour le développement du cancer, par exemple, tu vois. Des petits clins d'œil comme ça, je pense que c'est pour indirectement montrer une forme de culpabilité aussi. Et je ne sais pas ce que tu as pensé de ces scènes vraiment, pour le coup, très intimistes et souvent dans le silence de la mort lente. Mais la mort, elle était déjà programmée avant, hein, mais la mort lente du cancer du personnage de Félicia. Mais la mort, déjà, c'est vraiment un film qui m'a bouleversé. Mais Mm. tout ce qui est dans l'intimité et dans le silence, moi, ça me rappelle forcément Bergman. Ah ben c'est ça, oui. T'as Et du cette crier mort lente, chuchotement, t'as quoi? T'as du persona, oui. il y a du personnage, du cri, chuchotement, et le reste, peut-être dans le côté de la mort, mais en plus intériorisé, il y aurait du septième saut. Mais Oui, oui. Mais c'est ça, c'est vrai qu'à la fin, on revient. Alors c'est marrant parce qu'on est dans la couleur et tout, et on revient au et on Bergman. revient en noir et blanc, on revient forcément à ça, mais ce qui me frappe, c'est cette mort lente dans le rythme du récit, et cette mort lente dans le rythme du montage. Aussi. Dans le récit où forcément on va être dans l'intimité, donc on étire la longueur des plans pour peut-être faire pleurer le spectateur plus, mais dans le rythme du montage, Bernstein meurt avant elle. Donc il meurt, il fait ses adieux à la télé en première scène du film et il nous replonge dans sa vie. Donc il est mort avant même que le film commence. Ouais, c'est vrai, c'est là où le film. Et d'un certain côté, il la met sur le devant de la scène en lui offrant le dernier plan et en mourant avant elle, alors que dans la vie, elle meurt avant. Ouais, mais même, c'est-à-dire que même après la mort de sa femme, on le voit, il continue à donner des cours. C'est ça qui est paradoxal, hein, d'ailleurs. Il continue à donner des cours, il continue de vivre, il a encore un amant et tout, un de ses étudiants. D'ailleurs, c'est une scène qui est presque l'écho inverse de Tar, sorti plus tôt cette année. Quand on y pense, dans Tar, il y avait une scène comme ça où elle humiliait un étudiant et après elle se faisait, dégager, etc. Là, au contraire, il séduit un étudiant et ils finissent ensemble à danser derrière sur je crois que c'est je sais plus si c'est du Tok-Tok ou du AA en boîte de nuit. Là, j'ai un doute. Je te sors le morceau tout de suite parce que je l'ai enregistré dans ma playlist après avoir vu le film et c'est un morceau que j'adore. Voilà, on est dans les années 80, quoi. Il y a clairement pas de doute. C'est du Tears for Fears. Ah, c'est Tears for Fears, voilà, bah, c'était l'autre. C'était ni Tok-Tok. Vraiment, j'avais noté c'est Shout pour moi le morceau.
Shout, ouais, peut-être que c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il continue derrière Ou et alors, c'est Shout est dans La Bête de Bonello, j'ai enchaîné les deux films. Donc, ah non, oui, la Bête de Bonello qui lui sortira en février face à plein d'autres films. Euh, et non, mais cette séquence est monumentale pour moi dans les deux sens, effectivement. C'est l'écho inverse de Tar. Ah oui. Et dans ce que raconte Green sur d'un côté sur la transmission me bouleverse. Cet homme mourant qui insuffle la vie et la musique dans un étudiant qui n'a rien à voir avec lui, qui est plutôt comme un étudiant en musique, contrairement à Bernstein, une classe directement aisée et pas de la Ouais, même ethnie que lui. ouais, ouais. Et donc qui est d'un côté le progrès, et de l'autre, cette séquence en boîte de nuit qui est une pure pulsion de vie, qui est vraiment une des rares qualités que j'avais trouvées dans le 120 battements par minute de Campillo, qui est après la mort, il reste quoi? Il reste dernière pulsion de vie qui nous ramène à la surface et qui nous ramène, qui fait de nous un être musical et qui nous fonce en boîte de nuit pour juste déverser cette pulsion de mort qu'on a intériorisée, ici sa femme, pour la recracher et revivre. Ouais, mais le film réussit ses moments de mort. Hein, je le dis clairement, c'est-à-dire les moments plus silencieux, plus intimes, plus statiques, il y a une fixité de la mise en scène. Là, Cooper, il a compris quelque chose. Après, je peux comprendre, et c'est ça qui m'a. Enfin, c'est compliqué parce que le film a du mal à se caler sur un point de vue, mais il y a des moments où, au contraire, c'est flamboyant et ça bouge dans tous les sens. C'est quand Bernstein est plein de vie, quand il compose ou quand il sait qu'il va devenir célèbre, etc. Je peux comprendre la dichotomie qui est essentielle au film, puisque le film fonctionne sur une dichotomie entre le mari hyper célèbre et la femme dans l'ombre, entre l'artiste et l'homme, qui sont pas du tout la même personne. Je peux comprendre. Mais je pense que Cooper a encore besoin de maturer pas mal de choses pour fluidifier de façon cinématographique sa narration et sa façon de raconter. J'ai eu du mal là-dessus. Et heureusement, à la fin, j'étais vraiment comblé sur ce que j'ai vu. Le début est superbe, donc le film en soi reste correct, vraiment. C'est pas un raté, c'est pas un rejet complet. Ben, voilà, on ferme la zone spoiler maintenant, on va pouvoir conclure. Donc, pour toi, si j'ai bien compris, Maestro va trôner très haut dans ton classement final 2023. Moi, je le dis clairement, il est dans mon top 15 de l'année pour l'instant. Voilà. Donc, mais pas uniquement sur l'aspect esthétique, du coup. Ah non, c'est un film qui me Ah. bouleverse, mais dans chaque de l'aspect technique ou artistique. Technique, artistique, et même dans ses messages, c'est vraiment un film. Je suis ressorti de la salle en larmes. Ouais, mais c'est compréhensible. Alors, moi, je suis beaucoup plus mitigé. Après, j'ai besoin de voir ce que le film raconte et questionne au-delà de l'esthétique. Bon, c'est un petit peu ma lubie depuis quelque temps. Hein. On évolue tout le temps un petit peu selon les instants quand on regarde des films, voilà. Mais par exemple, pour moi, le film, je le dis, ne raconte rien de la société américaine, pratiquement. Il a du mal à s'inscrire dans cette Amérique qui pourtant est flamboyante. À un moment, on voit quand même des trucs de télévision vite fait, on voit la célébrité du gars. Mais même ça, le souci, c'est qu'il passe aussi un peu à côté, pour moi, le film, de la façon dont Bernstein s'inscrit dans la pop culture américaine. Bizarrement, bah, on le sent pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a, comme tu l'as dit, l'anatomie, c'est pas l'anatomie d'une chute hein, encore, mais c'est l'année des anatomies de chute, mais c'est un peu ça. L'anatomie d'un couple qui n'est pas vraiment un couple, la fixité, l'appel à la mort, parce qu'à un moment, l'amour de cet homme signifie la mort de cette femme, qui ne peut pas être aimée par cet homme, et qu'elle n'arrive plus à aimer parce que trop de gens l'aiment, et n'aiment qu'une image d'un homme qui n'est pas celui que les gens croient. Donc là, il y a tout un malaise absolu et c'est très bien retranscrit du côté de Carey Mulligan qui, pour moi, mériterait pour le coup une nomination aux Oscars. Je le dis, elle, oui. Bradley Cooper, le problème c'est qu'il joue bien, mais il est trop dans l'imitation par moment. Je joue bien, hein, mais c'est de la performance au-delà d'être de l'acting pour moi. Et après, qu'est-ce qu'on demande d'un acteur? C'est une bonne question. C'est lui qui s'est dirigé après tout. Hein. Il a écrit, dirigé le film, donc hein, il fait ce qu'il veut après. Mais voilà, personnellement, j'attends de voir comment il va maturer aussi en moi. Il sera pas dans mon top de l'année, mais après, c'est des films que je reverrai un jour. Bradley Cooper, dans l'ombre de Martin Scorsese et de Steven Spielberg. Bernstein dans l'ombre de son succès. C'est intéressant, cependant, ce que tu as dit au début. Hein, je renvoie ce que tu as dit à ton propos au départ.
L'Ego Trip de Bradley Cooper, hein, d'ailleurs, ça aussi on en parle. N'hésitez pas à réagir là-dessus en commentaire, mais c'était un plaisir d'en parler avec toi, mon cher Joe. Ben, merci beaucoup. Je vais juste conclure, revenir avant de Vas-y. conclure définitivement ce que tu dis sur la société. Ouais. Parce que pour moi, il y en a. Pour moi, au lieu d'être un pur Society's Reject, il est plus un City of Stars. Ah bah de toute façon, oui, vu toutes les fêtes et tout, il embrasse le Star System, hein. Il l'embrasse, ce Star System. Il fait pas semblant, hein. Il en a Il besoin. l'embrase et surtout il en rentre et c'est l'anatomie d'une chute, mais l'anatomie d'une chute qui est d'un couple, mais du Star System. Et c'est plus un film centré sur une Oui. cellule que sur un organisme. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours ces gens qui gravitent autour de lui. On se demande si c'est pas des profiteurs plus qu'autre chose d'ailleurs, hein, probablement, mais on le voit aussi interagir avec ses étudiants. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Le film aurait dû aller plus loin, aurait dû durer plus longtemps ou de faire plus de choix. Il y a des petits trucs comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on vous attend en tournant en commentaire parce que c'est le genre de film qui peut diviser beaucoup. Alors peut-être pas autant que Babylone, mais on a cité Babylone ou Tar. C'est des films que des gens ont détesté, d'autres ont adoré. Ça peut être le cas pour Maestro. N'hésitez pas à le voir, c'est sur Netflix. Donc, pour peaufiner votre bilan annuel, ça peut faire évoluer les choses. Et merci en tout cas, mon cher Joe, d'avoir conclu cette année Enfin, j'ai encore quelques petites vidéos et tout sur ma chaîne. Je crois que tu as encore quelques petites choses à proposer aussi, notamment sur Instagram, hein, le fil d'Ariane, par exemple. Bah, c'est sûr. Il y a une interview, le l'épisode sera sorti. La dernière interview de l'année sera sortie. Bon ben voilà, donc l'année n'est pas encore finie jusqu'au 31 décembre. Et puis retrouvez-nous aussi sur la 7e illusion, parce que je crois que alors je sais, ouais, le 23 décembre, je crois que c'est le jour où je publie ce podcast, il va y avoir une petite surprise sur la 7e illusion, le 23 et le 25 d'ailleurs, voilà, un petit moment Noël, quand vous concoctez un moment. Ah, Christmas is all around. Voilà, c'est ça. Ouais, Love is all around, exactement. Voilà, on vous donne un petit indice sur le trio qu'on a formé avec Hugo pour un des films de Noël de la 7e illusion. Mais en tout cas, merci Joe et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. On vous souhaite à toutes et à tous un futur joyeux Noël, mais surtout de bonnes fêtes et une bonne fin d'année. Et le mot de la fin sur ma chaîne, c'est toujours le même. À la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.